On va monter, ouais, on va monter la tête des femmes et on va faire monter leur mission en descendant précisément quelques mythes. On va faire leur fête avec quelques contes, des mythes sur la carrière des femmes. Je vous parlerai des femmes d'exception, effectivement, une de mes grandes bagarres. Voilà. A été une fois le plafond de verre. Je voudrais faire une petite introduction rapide sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quiconque a un problème pour progresser se plaint de heurter le plafond de verre. On va remettre les choses à leur place. Le plafond de verre, c'est pas le principe de Peter. C'est pas le fait d'atteindre son seuil d'incompétence ou de pas y arriver parce qu'on le mérite pas. Le plafond de verre, c'est une notion de la lutte contre les discriminations qui désigne les obstacles invisibles qui freinent ou empêchent le développement de la carrière d'une personne, la carrière ou le développement social d'une personne qui est en situation de discrimination. Donc je crois que notamment certains partis politiques qui ont récupéré à leur propre fin cette notion de plafond de verre pour dire qu'ils n'arrivaient pas à faire les scores aux élections qu'ils aimeraient, serait bien gentil de rendre le plafond de verre à celles et ceux qui l'ont créé. C'est une petite précision. Le plafond de verre, c'est effectivement des obstacles invisibles. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Elia Kazan, Le mur invisible. C'est un journaliste qui veut justement enquêter sur l'antisémitisme. Et donc il va se faire passer pour une personne juive et il va effectuer un certain nombre de démarches. Et il va se rendre compte que sans qu'on lui dise jamais non, ou jamais non parce que tu es juif, des tas de portes vont s'entrefermer. On va lui faire perdre du temps dans certaines de ses démarches. On ne va pas lui donner accès à un certain nombre d'informations, de possibilités. Et le mur invisible, c'est ce qui a inspiré clairement cette notion de plafond de verre. Donc c'est bien ce dont on parle. Alors on est effectivement sur de l'invisible et sur de l'insaisissable en large partie. Et c'est ce qui fait que le plafond de verre, j'ai coutume de dire que c'est la gueule de bois sans la cuite. En fait. Pourquoi c'est la gueule de bois? Parce que on voit que le plafond de verre, ça fait super mal à la tête, comme la gueule de bois. Et puis surtout, enfin, je ne sais pas si vous avez régulièrement la gueule de bois, moi ça m'arrive de temps en temps, on se sent quand même super coupable le dimanche matin. On est pétri de culpabilité. Et ça, c'est exactement ce qui arrive aux femmes par rapport au plafond de verre. C'est-à-dire que très souvent, elles se disent « Mais en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai raté les occasions, j'ai pas été assez assertive, j'ai été trop conne à ce moment-là, j'ai été trop faible. » Et puis, on leur raconte ça aussi. C'est-à-dire qu'on leur dit, et elles intègrent ça très bien, vous manquez de confiance en soi, vous manquez d'assertivité, vous êtes un peu trop bonne élève, vous êtes modeste, vous êtes affective, en fait vous avez peur d'échouer, vous êtes timide, vous êtes trop gentille, ce qu'il vous faudrait c'est un bon coach, vous êtes trop dans le doute, vous êtes complexée, vous êtes pointilleuse et perfectionniste, vous n'avez pas assez d'appétence au risque, vous manquez d'audace, arrêtez d'attendre d'avoir 120% des compétences pour postuler, et puis si vous ne demandez rien, vous n'obtenez rien. Une fois qu'on a ce tableau, vous êtes d'accord avec moi quand même, c'est quand même des trucs qu'on s'est mis dans le crâne, ou qu'on nous a mis dans le crâne. Une fois qu'on a ce tableau, on a l'impression qu'une femme qui heurte le plafond de verre, c'est une petite fille. Voilà, toute complexée, toute inquiète, qui suce son pouce le soir pour s'endormir, qui se ronge les ongles le lendemain matin, et qui attend qu'on vienne la chercher pour lui donner le poste qu'elle mérite. Elle croit comme de fait ou quoi? Eh bien peut-être bien. En tout cas, c'est l'idée qu'a développée Colette Dolling, qui est une psychanalyste qui a commencé à exercer dans les années 70 et qui s'est étonnée de voir arriver dans son cabinet une foule de femmes qui avaient tout pour réussir et pour s'épanouir. Un travail, de l'argent, un mari, des amants, des enfants, pardon, et qui, pourtant, n'arrivaient pas à se développer, qui n'arrivaient pas à prendre l'élan que tous les moyens qu'elles avaient leur permettaient de prendre. Et elle s'est rendue compte que ces femmes attendaient quelque chose. Elles avaient tout, et elles attendaient encore quelque chose. Qu'est-ce qu'elles attendaient? Le prince charmant. Un prince charmant au boulot,
c'est pas le type qui arrive sur son cheval, tout ça, et à beau brushing. Non, le prince charmant au boulot, c'est Pygmalion. C'est le super mentor, c'est le super patron. Il va dire, génial cette fille, je vais lui laisser ma place. Non, je vais tout la prendre comme numéro 2, pour l'instant. Mais ça, en fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'il faut demander, évidemment, pour obtenir des choses, surtout dans ce monde. Et c'est vrai que quand on demande rien, on n'obtient rien. Regardez, un jeune diplômé sur 2 négocie son salaire à l'embauche. Une jeune diplômée sur 8. C'est-à-dire que déjà, on peut arrêter de dire oui, les écarts salariaux, c'est lié au fait, les maternités, les interruptions de carrière. Ok, ça joue et ça s'amplifie. Mais ça commence à la sortie de l'école. À la sortie de l'école, les filles, à diplôme égal, demandent 20% de moins que les garçons. Alors, le conseil que je donne toujours aux DRH qui me parlent de ça, c'est, en entretien, demander aux filles d'expliquer pourquoi elles estiment qu'elles valent 20% de moins. Et demander aux garçons pourquoi ils estiment qu'ils valent 20% de plus. Et je pense que là, on a des éléments très intéressants pour recruter quelqu'un et voir un petit peu de quelle personnalité et à quel profil on a affaire. Donc on a effectivement entre 15 et 20% d'écart de prétention salariale à première embauche. Et puis ça continue après, parce que même quand on est sur des promotions ou des offres d'emploi à l'échelle de la carrière, eh ben, on a le double des femmes qui acceptent l'offre sans la négocier. Christophe parlait tout à l'heure de l'hésitation à négocier. Alors d'accord, ces nouilles de femmes, on a compris, elles ne demandent pas assez. Alors maintenant, est-ce que, à votre avis, quand elles demandent, elles obtiennent? Bon, la question est un peu facile. Agressive. Est-ce qu'elles sont agressives? Alors, effectivement, la demande féminine est réputée effectivement agressive. Mais regardons même ce qui se passe dans les chiffres, simplement dans les chiffres. En 2016, Region Jobs a noté fait une étude qui révèle que les femmes ont été légèrement plus nombreuses, les femmes cadres ont été légèrement plus nombreuses que les hommes à demander des augmentations. Pourtant, elles sont 6 points de moins à les avoir obtenues. Elles demandent aussi souvent des augmentations que les hommes, mais ont 25% de chances en moins de les obtenir. Encore une fois, c'est peut-être leur faute. Hein, moi aujourd'hui, je fais l'avocat du diable. Ah ouais, est-ce qu'elles demandent comme il faut? Effectivement, on a parlé de l'agressivité. On parle aussi très souvent du complexe d'imposture. Et alors, on nous raconte un truc, depuis très longtemps, c'est le problème, vous les femmes, c'est que vous attendez d'avoir 120% des compétences pour postuler, alors que les hommes se contentent de 60, 70, 80%. Les chiffres varient. Et pourquoi les chiffres varient? Parce qu'il n'y a pas une seule foutue étude qui existe pour prouver ceci. Ce n'est pas vrai que les femmes attendent d'avoir 120% des compétences quand les hommes se contentent de 80%. Je trouve ça extrêmement blessant pour les hommes de dire qu'en gros, ce seraient des prétentieux qui blufferaient en entretien, alors que les femmes seraient de parfaites honnêtes. Non seulement c'est faux, non seulement c'est pas flatteur, ni pour un sexe ni pour l'autre, mais de surcroît c'est faux. Quand on fait des études, comme l'a fait IMS Entreprendre pour la Cité, ou comme l'a fait Financiel cette année, où on pose la question aux femmes et aux hommes de la confiance qu'ils ont en leurs compétences pour réussir, c'est-à-dire donc de la confiance en soi sur le plan professionnel, les résultats sont les mêmes. L'étude IMS Entreprendre pour la Cité pose un écart de 1 point entre la confiance en soi des hommes et celle des femmes. Dans l'étude financière dont je vous parlais, 93% des femmes du secteur de la banque, finance, assurance, puisque c'est périmètre, 93% des femmes ont confiance en leurs capacités. C'est 92% pour les hommes. On est sur le même niveau de confiance en soi. Arrêtons de raconter qu'on a le complexe d'imposture. Le complexe d'imposture, les hommes l'ont aussi, comme nous avons la confiance en nous, comme les autres. Alors, peut-être que ce qu'on a, c'est le complexe de la bonne élève. Hein, on dit souvent, mais oui, mais en entretien de recrutement, vous dites que vous avez tout fait bien, au lieu de dire tout ce que vous allez faire, dont on ne sait, évidemment, parce que vous n'avez pas encore fait, dont on ne sait pas encore si vous allez faire bien ou pas bien.
Alors, est-ce que les femmes ont le complexe de la bonne élève? Le complexe de la bonne élève, vous savez, c'est ce truc, on est perfectionniste, on fait les choses bien, on est obéissante, on est docile. Un aller parfait, un aller simple pour le parfait rôle de numéro 2. Effectivement, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, une bonne experte qui prépare bien les petites fiches et qui effectivement reste dans l'ombre. En fait, c'est un petit peu plus ambigu que ça. Parce qu'on nous raconte, on est face à une injonction contradictoire par rapport à cette histoire de complexe de la bonne élève. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous éduque, effectivement, dans l'idée qu'il faudrait qu'on soit des petites filles modèles, comme dans la comtesse de Ségur. Il faudrait qu'on soit sage, obéissante, honnête, respectueuse, raisonnable, magnanime, indulgente, modeste, disciplinée. Et puis en même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un contre-modèle, c'est Sophie. Sophie, des malheurs de Sophie, chez la comtesse de Ségur. Alors Sophie, effectivement, on a tous envie d'être elle en réalité. Qui n'a pas envie d'être Sophie? Turbulente, insoumise, fougueuse, maligne. Elle est insolente, elle est excessive, elle est opiniâtre, elle est exigeante, elle est fière, elle est empirique, elle sait plein de choses. Elle a du leadership, Sophie. Sauf que le livre s'appelle « Les malheurs de Sophie ». Et donc on a le choix entre être Camille, qui se fend pas la gueule, honnêtement c'est pas drôle d'être sage, et Sophie, qui en prend plein la gueule. C'est quand même pas facile. Alors Sophie, effectivement, c'est l'emmerdeuse un peu qu'on a tout envie d'être, mais avec les risques que ça représente. Et une emmerdeuse au pays de l'entre-soi masculin, c'est toujours une très bonne idée. Gargamel l'a eu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'album dans lequel Gargamel crée la Schtroumpfette. Alors c'est avec des intentions tout à fait claires. Ça va trop bien au village des Schtroumpfs. Il faut y foutre le bordel. Ça va plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour foutre le bazar quelque part? Une femme! Et alors pas n'importe laquelle, un brin de coquetterie, une solide couche de parti pris, 3 larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge, cousu de fil blanc bien sûr, un boisseau de gourmandise, un carton de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pointe d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise, indispensable la sottise, et une part de ruse, beaucoup d'esprit volatile et beaucoup d'obstination, une chandelle brûlée par les deux bouts. Si avec ça, vous réussissez pas à dézinguer le village des Schtroumpfs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Gargamel, il a fait 2 erreurs. La première, et ça c'est vraiment une erreur de base quoi, il a fait une Schtroumpfette moche, enfin brune. C'est vrai ce que je vous dis. Il a fait une Schtroumpfette moche et quand le grand Schtroumpf l'a vu arriver, il a dit ah non mais non, enfin, on nous envoie une meuf, mais... une vraie quoi, une blonde. Et hop, coup de baguette magique, il en a fait une jolie. Donc ça c'était quand même une première erreur. Franchement dans sa recette, il manquait qu'il fallait qu'elle soit belle et que tout le monde perde le pied quand on la voyait. Et la deuxième erreur, elle est là. C'est qu'il en a envoyé qu'une seule. Et ouais. Et ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Mais si on a une femme, on en est même très content là. Elle est plutôt dans le flou, dans l'ombre là-bas. Ça va très bien. Le syndrome de la Schtroumpfette décrit le fait que dans un univers 100% masculin, une femme est confinée à la représentation et à l'expression de son genre et à rien d'autre. Parce que pendant que la Schtroumpfette est la Schtroumpfette, eh bien, il y a des Schtroumpfs bricoleurs, il y a des Schtroumpfs reporters, il y a des Schtroumpfs photographes, il y a des Schtroumpfs qui ont aussi même le droit d'avoir des traits de personnalité, hein, comme le fait d'être paresseux, joyeux, maladroit. La Schtroumpfette et la Schtroumpfette. Femme, un métier, une ambition dans la vie. Femme. Franchement. Alors on peut en rire, mais en fait, c'est assez embêtant parce que une femme seule, dans un univers 100% masculin, ça change presque rien. Et ça, il faut se renvoyer, il faut se rappeler aux travaux de Serge Moscovici sur la psychologie des minorités actives, et qui expliquait très bien que la dissidence d'un seul, en réalité, renforce la norme. Je
Je vais vous donner un exemple, j'appelle ça aussi la dissidence d'un seul, parce que moi je suis moins intellectuelle que Serge Moscovici, j'appelle ça le syndrome du fou du roi. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour vous expliquer ce que c'est que le syndrome du fou du roi. Un jour j'étais dans le bureau d'un dirigeant, faisant mon métier de consultante en innovation sociale, experte de l'égalité professionnelle. J'étais venue me raconter, peut-être un peu comme je suis en train de vous le raconter, en essayant de faire en sorte que les choses soient plutôt agréables, enfin, que la forme en tout cas soit agréable à entendre, mais quand même pour lui dire des choses assez graves. Hein, on parle d'écarts salariaux avec tout ce que ça, d'écarts salariaux, d'écarts d'inégalité avec tout ce que ça implique. Tout au long de la carrière, on sait ce que c'est par exemple que les accidents de la vie pour les femmes en monoparentalité par exemple, qu'elles tombent très rapidement en précarité, donc on parle de choses quand même assez graves. Donc je lui fais comme ça toute ma présentation, et à la fin de notre rendez-vous, il me dit « Ah mais Marie, j'adore avoir rendez-vous avec vous, parce que d'habitude, les gens viennent me voir que parce qu'ils ont des problèmes. » Et elle a passé un très bon moment, avec un dissident seul, un fou du roi, on fait passer un bon moment aux gens. On ne change rien. Donc la dissidence d'un seul ne sert à rien. Et aujourd'hui, on a même réussi à élaborer une dimension, un volume de masse critique à partir duquel le changement s'opère à travers la diversité, la mixité. Et on est autour de 40% minimum de mixité-diversité, pour qu'effectivement ça serve à quelque chose, pour qu'effectivement il y ait un mouvement, et pas seulement quelqu'un qui est en train finalement de venir faire plaisir au roi, en lui racontant qu'il y a des problèmes dans sa cour. Alors nous sommes aussi confrontés à autre chose, c'est que des femmes, vous savez ce qu'on dit, on en a bien cherché, mais on n'en a pas trouvé. C'est un grand classique. Alors vous savez que cette histoire de femmes qu'on a bien cherché mais qu'on n'a pas trouvé, c'est le problème du prince du conte d'Andersen qui s'appelle La princesse au petit pois. En fait, il cherche une meuf, le prince, pour se marier. Il n'y a pas Tinder, donc c'est super compliqué à l'époque de trouver une nana. Et il en rencontre, c'est jamais des vraies princesses. C'est jamais des vraies princesses. Puis un jour, il y a un gros orage, et il y a une fille qui frappe à la porte du royaume. Elle est toute mouillée, elle a franchement l'air de rien, elle n'est surtout pas d'une princesse. Et elle dit, mais moi je suis une princesse, est-ce que moi je peux dormir ici cette nuit? Et la reine dit, ok, elle n'a pas la mine d'une princesse, on va quand même vérifier. 20 matelas, 20 édredons, un petit point en dessous. Elle va se coucher. Le lendemain, la pauvre fille, couverte de bleu au-dessus de 20 matelas, 20 édredons. Ça, c'est une vraie princesse. Le prince l'épouse. Sa mère a été convaincue qu'elle était une vraie princesse, qu'elle était extrêmement délicate. Et ça nous met complètement dedans aussi, parce que ce qu'on nous raconte, c'est que ça va être trop dur, qu'on va prendre des coups, et que on est trop délicate pour ça. On est trop délicate, on est trop sensible, et qu'on ne va pas pouvoir supporter ce qu'est le pouvoir. Et je renvoie à ce que disait Christophe, ça dépend de quel pouvoir. Ça dépend de quel pouvoir. Mais en attendant, avant même de se poser la question de la transformation du pouvoir, arrêtons de nous prendre pour des petites choses qui nous faisons mal à chaque fois que nous nous heurtons à des difficultés. C'est faux. Et avec tout ça, on parvient quand même à avoir quelques femmes, justement, quelques schtroumpfettes. Alors, il y a des schtroumpfettes qui ont des copines quand même, de plus en plus, les quotas aidants. Mais on arrive à avoir quelques schtroumpfettes qui arrivent aux responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la suivante? Eh bien, l'Université du Maryland, en 2015, a pu établir que quand une femme accède aux plus hautes responsabilités, les chances pour la suivante d'accéder au même niveau chutent de 50%. Pourquoi? Toutes les hypothèses sont permises. Par exemple, est-ce que les femmes arrivées savonnent la planche des suivantes? Attends, je me suis galérée à arriver là. Vous n'allez pas comme ça vous prendre l'escalator ou la fusée discrètement. Allez, petit croche-patte. Je suis pas une femme quota, moi. Je suis pas une femme quota, moi.
Moi, j'ai réussi pour de vrai, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher parce que j'avais les cheveux longs. Alors ça, c'est quelque chose qui est très présent dans nos mentalités. Ça s'appelle le syndrome de la reine des abeilles. Et c'est quelque chose qui nous arrive de 1973. En 1973, toujours l'Université du Maryland a fait une étude et a demandé aux femmes si elles préféraient avoir un homme ou une femme comme boss. Qu'ont répondu les femmes? Un homme. On est en 1973. Regardez la configuration du management à l'époque. Elles n'ont tout simplement pas projeté le fait d'avoir une femme comme manager. Et donc, depuis 1973, en toute tranquillité, donc depuis 45 ans, on continue à dire les femmes préfèrent, c'est prouvé, les femmes préfèrent avoir un homme qu'une femme pour boss. Et autour de ça, on nous raconte des tas de choses comme les femmes sont pires que les mecs, quand elles arrivent au pouvoir, elles adoptent les codes du pouvoir et elles les caricaturent, et puis elles sont prêtes comme ça à esclavagiser toutes les autres femmes. Et ce syndrome de la reine des abeilles, alors évidemment qu'on a toutes et tous connu des femmes désagréables, et j'ai envie de dire tant mieux. Chaque fois qu'on me dit, moi, que les femmes sont douces, conciliantes, agréables, etc., je leur dis de se méfier quand même aux gens. Les femmes ne sont pas spécialement sympas. C'est un mensonge. Mais avec ça, c'est quand même très pratique cette histoire de syndrome de la reine des abeilles. Parce qu'on ne se fait pas la guerre des sexes, on se fait la guerre entre femmes. C'est pas mal quand même de casser la sororité. Alors, pour se faire la guerre entre femmes, on a aussi inventé la femme formidable. On a aussi inventé Wonder Woman. Wonder Woman, elle est géniale et surtout, elle a un mérite formidable. Elle nous fout des complexes à toutes. Alors, pas la première Wonder Woman, parce que la première Wonder Woman, c'est une créature féministe. C'est une créature féministe qui a été créée par William Moulton Marston, qui était un homme polyamoureux, donc il y avait plusieurs personnes dans sa vie, mais il devait vraiment avoir aussi un certain masochisme au fond de lui parce qu'il était polyamoureux de féministes. Il ne pouvait pas s'empêcher, il adorait les féministes. Et à un moment, il s'était rendu compte, il avait peur d'autre chose aussi dans sa vie que d'épouser, enfin que de vivre avec des féministes, mais il s'était rendu compte que même les féministes étaient misogynes et qu'elles ne s'aimaient pas, et qu'elles n'aimaient pas assez les femmes. Et il s'est rendu compte de ça et il s'est dit, mais en fait, tout ce qui nous est présenté de valorisation, du pouvoir, etc., c'est quelque chose dans lequel les filles ne se projettent pas. Et il faudrait créer des archétypes féminins qui aient de la force, de la vigueur, de la puissance, tout en ayant de la féminité. Alors lui, il appelle ça l'allure d'une femme bonne et belle. Aujourd'hui, ça fait un peu rappeur, je trouve, que une femme bonne et belle. Et voilà, et au départ, Wonder Woman, c'est ça. Wonder Woman, et je vous rappelle que Wonder Woman, elle a une sexualité débridée, elle s'interdit rien. Il y a même un épisode où elle devient présidente des États-Unis. Et quand on vous dit Wonder Woman aujourd'hui, c'est quoi Wonder Woman? C'est ça une Wonder Woman. C'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. C'est une Wonder Woman. On nous présente, j'ai rien contre elle, mais on nous présente Clara Guillemard. Ouais, 9 enfants et PDG du CAC 40. Enfin non, elle n'est pas au CAC 40, mais 9 enfants et super parcours de dirigeante. La classe, comment elle fait? En plus, elle taille du 36. Ça, c'est Wonder Woman. Mais quelle arnaque! On s'est fait piquer Wonder Woman. On nous a pris Wonder Woman. Nous, on nous avait donné William Marston, nous avait donné une femme puissante et libre qui veut faire plein de choses. Et à l'arrivée, on nous félicite parce qu'on est capable d'étendre du linge en même temps que de répondre au téléphone à notre boss et de soigner la gastro-entérite des petits. Moi, je voudrais retrouver ça ici. En plus, elle est plutôt bien gaulée. Et cette histoire de femme d'exception, on se la traîne. Aussi parce qu'on manque de rôle modèle. Et effectivement, Christophe le disait tout à l'heure, on n'arrête pas de nous dire c'est une femme d'exception, elle est extraordinaire, c'est une femme d'exception. On va faire un petit test. Est-ce que vous pouvez me citer une femme scientifique?
Ah, vous devancez. Quand je pose cette question ici, on est avec un public éduqué, donc Ada Lovelace vient d'apparaître, mais quand je pose cette question dans des conférences, on me dit Marie Curie, je dis une deuxième, c'est lent, et généralement on me dit Irène Joliot-Curie. Alors ok, enfin, elle a eu que 2 filles, hein, Marie Curie, donc si on veut avoir un peu de rôle modèle, il va falloir qu'on élargisse au-delà de la famille. Et en fait, le complexe de Marie Curie, c'est un concept développé par l'historienne des sciences Julie Desjardins et qui explique que la façon dont on a statuifié Marie Curie ou dont on statufie quelques femmes très rares dans un rôle comme ça, très valorisé par l'ensemble de la société, qui dépasse le genre, et ben on a un effet complètement contre-productif. C'est qu'au lieu d'inspirer, de faire l'effet rôle modèle qui inspire des vocations aux autres femmes, ce que l'on a, c'est au contraire une intimidation. Et effectivement, quand vous allez voir des jeunes femmes et que vous essayez de stimuler les vocations scientifiques et que vous leur dites « mais attendez, il y a moyen d'être prix Nobel », ils disent « mais attends, je ne serai jamais Marie Curie ». Non, tu ne seras pas Marie Curie. Mais en fait, il y a plein d'autres femmes que Marie Curie. Et d'ailleurs, il y avait plus de 30 femmes dans le labo de Marie Curie. Et c'est une vraie trahison de Marie Curie elle-même, de statuifier Marie Curie et seulement Marie Curie, puisque c'est en toute conscience du fait que les femmes pouvaient faire de la science. Et avec beaucoup de, je ne vais pas dire de militantisme, mais avec beaucoup de conviction, que Marie Curie accueillait les femmes du monde entier dans son laboratoire pour leur donner accès aux sciences. Et c'est dommage que cette trentaine de femmes ait totalement disparu du récit de l'histoire et qu'on ne se connaisse plus leur nom. Alors, je vous pose un petit quiz pour vous convaincre que je ne dis pas des conneries quand je dis qu'il y a plein de femmes scientifiques. Mais celle-ci, madame. Ada Lovelace. Qu'est-ce qu'on doit à Ada Lovelace? Ada Lovelace, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un ordinateur. Elle est l'auteure du premier programme informatique, du premier software. L'histoire est très jolie parce qu'en plus c'est une histoire de mixité. Elle était amie avec Charles Babbage, le créateur de la première machine analytique qui est l'ancêtre de l'ordinateur. Et elle a traduit le manuel de Babbage. Et en traduisant, elle l'a annoté et elle a écrit un algorithme qui permettait de donner des ordres à la machine analytique. Voilà, Ada Lovelace. Alors Ada, elle s'en sort pas si mal parce que quand même, il existe le langage Ada. Hein, elle a un nom, elle porte ce nom-là. Et pendant une période, Microsoft utilisait le portrait d'Ada pour son hologramme de certification. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc Ada, elle n'a pas complètement disparu de l'histoire. Oui. C'est elle qui a fait il a calculé la trajectoire de oui, Grace Hopper. Alors on lui doit effectivement la trajectoire d'Apollo 11. On lui doit aussi à Grace Hopper le bug informatique. Alors elle n'a pas créé le bug pour créer le bug, hein. C'est pas Gargamel qui aurait envoyé Grace Hopper pour véritablement foutre le bordel dans nos machines. Mais en tout cas, elle a identifié la notion de bug et du coup, toute la création des solutions. Qui c'est quand même, elle est à l'origine de l'ordinateur d'affaires, de l'usage de l'ordinateur dans le business. Quand on parle de mixité de performance, j'aimerais bien voir comment on serait aujourd'hui sans informatique dans le business. Les flics les doivent beaucoup. Sur les traces. C'est Stéphanie Golec, elle a créé le Kevlar. Elle a inventé le Kevlar. Oui. Qui fait les gilets pare-balles. Plein d'autres usages au Kevlar. En tout cas, un matériau extrêmement utile parce que extrêmement résistant et léger à la fois. Utilisé tous les jours et notamment dans les situations d'urgence et de premier secours. Stéphanie Golec. Pareil, hein. Moi-même, ce matin, j'ai vérifié l'orthographe de son nom. J'en parle tous les mois. J'ai jamais eu besoin de vérifier l'orthographe de Pasteur.
Ah, celle-ci, je l'aime bien. Ouais, Shirley Jackson. Shirley Jackson, première femme afro-américaine au MIT. Quand elle est entrée au MIT, elle a dit, vous voulez pas plutôt, à ce prof, elle a dit, vous voulez pas plutôt essayer d'apprendre un métier? Shirley Jackson, alors évidemment, si j'avais fait cette conférence il y a 10 ans, je vous en aurais mis plein la vue en vous disant qu'elle a inventé le téléphone à touche. De nos jours, fatalement, un peu moins d'effet. En revanche, on lui doit énormément de travaux sur la fibre optique. Pas pour la fibre optique aussi, en 2017. Elle est toujours en vie. Pardon? Je me suis trompée tout à l'heure, c'est elle, Stéphanie Bolek. Vous voyez comme... elle, c'est pas Stéphanie Bolek. Elle, c'est pas Stéphanie Bolek, je vous prie de m'excuser. Stéphanie Bolek, c'est celle qu'on voit à la fin avec ces petites molécules. Ici, c'est Maria Telx. Maria Telx, elle est, vous voyez, l'histoire, on les oublie. L'histoire est assez géniale. Maria Telx, c'est une vraie geek de la physique. Elle adore la physique, et notamment la thermoélectrique. Bon, chacun ses loisirs. Et puis en fait, elle a une amie qui s'appelle Eleanor Raymond. Eleanor Raymond, elle est architecte. Et en fait, elle a lu Virginia Woolf, Eleanor Raymond, et elle a une conviction, c'est qu'il faut changer les maisons, changer l'architecture des maisons, pour pouvoir, notamment que les femmes, parce qu'elle est aussi féministe, que les femmes puissent y avoir une vie autre que d'y tenir le foyer, et notamment qu'elles aient des espaces à elles. Et donc elle fait plein d'innovations. Eleanor Raymond, elle fait plein d'innovations sur l'architecture des maisons. Et puis elle a aussi monté un club féminin. Et c'est dans ce club féminin qu'elle rencontre Maria Telx. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble? La première maison autonome à chauffage solaire, en 1947. Elles se sont pleines d'un club féminin. Ne me dites plus jamais que les réseaux de femmes ne servent à rien ou que ce qui s'y passe n'intéresse que les femmes. C'est dans un réseau féminin, par la rencontre entre deux femmes, que le chauffage solaire est né. Alors, je reviens pas sur Shirley Jackson. Donc, voilà Stéphanie Bolek et son Kevlar. Et puis celle-ci, hein, celle-ci. Grande actrice américaine. Le Wi-Fi, oui, effectivement. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS. La technologie Lamar, c'est Eddie Lamar, qui est effectivement une actrice hollywoodienne avec tout le glamour. Alors, j'aime autant vous dire que quand je vais voir des lycéennes, je m'arrête longtemps. Hein. Vous voyez ce que c'est qu'une femme scientifique? Si vous voulez, vous pouvez aussi être une femme scientifique. Alors, l'histoire est assez géniale parce qu'elle était effectivement actrice hollywoodienne. Et en fait, elle avait épousé un industriel qui avait eu le mauvais goût, un industriel allemand ou autrichien, je crois, autrichien, pardon, qui avait le mauvais goût de commercer avec les nazis. Et il était très possessif, et donc sa petite actrice américaine, toute jolie, elle avait 18-19 ans, il l'embarquait dans tous ses rendez-vous de travail. Et à chaque fois, les gens disaient, ouais, après quand même, c'est assez confidentiel là ce qu'on fait, on parle de construire des armes, c'est peut-être pas le moment d'avoir cette jeune femme là. Et il la regardait et il disait, elle fait pas la différence entre A et B. Sauf qu'elle s'est enfuie, je vous rassure en emportant les bijoux, mais elle s'est enfuie à pied. Elle est retournée aux États-Unis, elle est retournée à Hollywood. Elle a retrouvé un de ses copains qui était musicien de film et qui créait des musiques pour Hollywood et qui avait aussi une passion pour les sciences. Et puis ils se sont pris dans les années 40 de beaucoup de patriotisme, tous les deux. Et en fait, ils se sont dit, mais c'est pas possible, nos missiles à portée unique, jamais on pourra faire quoi que ce soit pour abattre l'opposant avec ces missiles à portée unique. Il faudrait avoir des missiles à portée multiple. Et donc l'autre lui dit, ah, ben moi j'ai quelques notions, viens on va commencer à bidouiller 2-3 trucs. Et elle avait entendu. Comment on faisait? Elle avait entendu pendant toutes ces années avec son ignoble mari.
Et ensemble, ils ont écrit, vous pouvez aller sur Internet, vous faites Technologie Lamar, vous allez retrouver leur feuille de calcul, telle qu'elle, qui existe. Et ensemble, voilà, ils ont créé cette technologie des multifaisceaux, qui est celle qui est encore aujourd'hui utilisée pour le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Donc ne nous dites pas que les femmes exemplaires sont des femmes d'exception. Parce qu'il y en a encore plein d'autres. Si ça vous amuse, vous pouvez lire la fabuleuse encyclopédie des femmes scientifiques de Margaret Rossiter en 3 tomes. C'est juste assez génial. Alors, vous avez compris, on nous raconte des histoires. On nous raconte des histoires. Ces histoires, moi je pense qu'elles sont bonnes à nous endormir le soir. Et j'aimerais qu'on se réveille. Et se réveiller, en réalité, c'est écrire notre propre histoire. Je fais référence ici à Judith Butler, et je remercie beaucoup Christophe qui m'autorise pour la première fois à parler de Judith Butler. Elle est réputée être parmi les auteurs actuels, les intellectuels actuels les plus illisibles. Mais voilà, donc généralement, on m'a permis d'en parler, et Christophe me l'a permis. Donc, Non, je t'ai bien permis du tout. Non, c'est vrai. Suggéré. Tu as suggéré et j'ai plongé dans l'occasion. Judith Butler, elle reprend les idées de performativité. Est-ce que vous vous souvenez des travaux de Austin, de l'essayiste Austin, quand dire c'est faire? C'est très simple à comprendre. Souvent on dit il y a le monde des mots, le monde des actes, le monde des idées, le monde de la réalité. Et pourtant, le jour où vous mariez, il se passe quoi d'autre que quelqu'un qui a l'autorité et la légitimité pour le faire, qui dit « Je vous déclare mari et femme ». 1 minute plus tôt, vous étiez célibataire et vous aviez le régime juridique et la fiscalité d'un célibataire. La minute d'après, plein de choses ont changé dans votre vie, ou en tout cas dans votre condition. Donc Judith Butler reprend ça et dit, mais voilà, on nous invite en permanence à performer le genre, c'est-à-dire à être conforme au genre, voire à donner des preuves que nous sommes bien de notre genre. Christophe en a parlé pour les hommes, à qui on demande de prouver régulièrement qu'ils sont dans la virilité, ou que s'ils sont décales, c'est juste ce qu'il faut pour se reconfirmer dans cette virilité. Et pour les femmes, c'est tout ce que je vous ai raconté. C'est, il faut qu'on rassure. Oui, j'aime le pouvoir, mais vous inquiétez pas, je suis aussi une grande sentimentale, mais je suis aussi affective, mais je suis aussi gentille. Et puis tiens, je vais vous dire que j'ai des enfants aussi, parce que comme ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer. Voilà. Généralement, si je vous dis que j'ai des enfants, vous allez me dire, mais comment on a fait pour venir à Lyon et qui c'est qui s'occupait de ces enfants? Je sais pas, je leur ai filé 20 balles et puis on est allé au McDo, j'imagine, mais ou alors ils ont un père. L'un ou l'autre. On nous invite en permanence à performer le genre tel qu'on nous l'impose. Et faisons autre chose. Soyons les auteurs de la performativité. Soyons comme le maire qui dit qu'il a la légitimité de dire « je vous déclare mari et femme », osons dire « je me déclare une femme puissante qui n'a pas à se justifier de ne pas être cette autre femme qu'on attend de moi. Je me déclare, j'écris mon histoire. » Voilà, je vous invite à écrire cette histoire. Je vous invite à l'écrire sur l'hospice de trois auteurs qui sont particulièrement chers. La première ici, c'est Matilda Gage. Qu'elle dit là, c'est « Il y a un mot plus doux que maman, maison et même paradis ». Ce mot, c'est liberté. Matilda Gage, on a un concept en son honneur qui s'appelle l'effet Matilda. C'est l'effet d'invisibilisation des femmes dans le récit d'histoire. C'est ce dont je vous ai parlé. C'était une suffragiste et c'était aussi une femme passionnée par les sciences. Et elle nous apporte beaucoup. Ici, nous avons Virginia Woolf, une chambre à soi, un espace à soi pour pouvoir se développer, pour pouvoir écrire, pour pouvoir se projeter dans le monde. Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves. Et puis ici, on a Hannah Arendt, et là, on est à fond dans la performativité. Les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l'action. Donnons nos mots justes. Merci beaucoup.